Bonjour à tout le monde et merci à celles et ceux qui nous rejoignent et qui disent bonjour dans le fil de la discussion. Alors, on vient de passer la barre psychologique des sons. Super. Bah, On je se pense donne encore 30 secondes ou on démarre? qu'on peut démarrer, je pense. Allez, on va démarrer, va faire venir les dernières et les derniers. Alors merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et donc merci de nous rejoindre aujourd'hui pour échanger sur le sujet de l'alignement du discours de marque avec les engagements RSE et la raison d'être de l'entreprise. Effectivement, aujourd'hui, vous le savez, hein, les entreprises et les marques sont de plus en plus soumises à des pressions réglementaires, des pressions de l'ensemble de leurs parties prenantes et notamment des clients, clientes et consommateurs, mais aussi de leurs employés en interne. Ces entreprises, en même temps, font l'objet d'une défiance accrue de la part de ces mêmes clients et consommateurs. Et dans ce contexte, voilà, les marques doivent communiquer et en même temps, comment faire pour éviter les écueils du greenwashing, du social et autres greenwashing et autres washing. Quel est le bon dosage de communication? Comment faire pour communiquer sur ses preuves? La ligne de crête est difficile hein, sur ces sujets de communication et c'est de ce sujet-là que nous allons parler aujourd'hui avec Sophie, Sophie Rosen de l'Union des marques avec lesquelles j'ai le plaisir d'animer ce webinaire. Alors, juste avant de se présenter, un petit point technique. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion. Vous avez déjà commencé à vous dire bonjour les uns et les autres sur ce fil. Sophie partagera les questions diverses et variées pendant l'échange. Et puis évidemment, on a prévu un temps de partage et de questions-réponses à la fin de notre webinaire. Donc, c'est parti pour les présentations. Donc, moi, je suis Alexandra Marsilia, je suis consultante senior chez Des Enjeux et des Hommes. Alors, Des Enjeux et des Hommes, on a un cabinet de conseil en stratégie RSE créé en 2003. On est également spécialisé dans l'accompagnement à la transformation des entreprises dans leurs pratiques et au déploiement de leur démarche RSE au sein des fonctions et des métiers, et y compris effectivement les métiers de la communication et du marketing. Et on est également organisme de formation. Sophie, je te laisse te présenter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Sophie Rosen, je suis directrice marque et impact à l'Union des marques. L'Union des marques, c'est une association professionnelle qui existe depuis une centaine d'années, qui est multisectorielle, hein, qui réunit des entreprises plutôt ETI, grandes entreprises, mais qui les réunit vraiment de façon transsecteur, mais sur tous les sujets de la marque et de la communication. Et moi, plus particulièrement au sein d'Union des marques, je m'occupe de tous les sujets de marketing et de communication responsable, et notamment du programme FAIR, qui est un programme d'engagement qui réunit près de 50 entreprises aujourd'hui autour des sujets de la communication responsable. Et notamment, un des engagements est cet alignement et cette orchestration de sa raison d'être, ses engagements RSE et sa communication. C'est vrai qu'on a eu le plaisir de collaborer ensemble sur ce programme FAIR et sur un travail d'accompagnement justement des signataires autour de cet enjeu, notamment récemment. Alors, pour parler des questions d'alignement entre justement le discours de marque, la raison d'être et la RSE, on va démarrer peut-être par un petit rappel des définitions, raison d'être, RSE, marketing, communication responsable, avant de réfléchir au cœur du sujet. Alors, comme ce sont des sujets qui restent encore
récents sur lesquels on n'a pas de réponse toute faite. Notre idée était plutôt que de vous apporter des réponses théoriques ou des grands éléments transversaux, plutôt vous présenter des exemples et sur la base de ces exemples concrets, pratiques, vous apporter quelques éclairages et des enseignements à en tirer. Et puis si on a le temps, mais on a pas mal de choses à voir ensemble aujourd'hui, travailler aussi sur les questions de gouvernance, comment faire pour intégrer concrètement la RSE, la raison d'être, au cœur des métiers du marketing et de la communication. Alors, sur les définitions, peut-être la RSE, alors vraiment un mot, j'ai pas fait de slide, mais la RSE, qu'est-ce que c'est? C'est l'intégration volontaire dans l'entreprise des impacts environnementaux, sociaux auxquels elle est contrainte. Pour aller plus loin sur les définitions et un terme qui est un peu plus récent, qui commence à être assez connu aujourd'hui, mais c'est la raison d'être. La raison d'être, elle a été instituée dans le cadre de la loi Pacte, qui amène plus largement à repenser la place de l'entreprise dans la société. Cette loi Pacte, elle est constituée de 3 étages. On parle souvent des 3 étages de la fusée loi Pacte autour de ces sujets de responsabilité, d'intégration de la responsabilité. Un premier niveau qui est une évolution de la définition même d'une société, qui intègre la prise en considération des enjeux sociaux et environnementaux pour l'ensemble des entreprises. Le deuxième niveau, qui est la possibilité pour l'entreprise d'écrire, de révéler sa raison d'être et potentiellement, si elle le souhaite, de l'inscrire dans ses statuts, mais ce n'est pas obligatoire. Et une raison d'être, et la raison de qu'est-ce que c'est concrètement? C'est la contribution que l'entreprise souhaite apporter aujourd'hui et demain aux principaux enjeux de son secteur d'activité, donc des enjeux sociaux, sociétaux, environnementaux, mais aussi économiques. Puis le troisième niveau, c'est pour les entreprises plus pionnières et plus avancées, c'est répondre à un certain nombre de conditions et devenir société à mission, donc exprimer de façon plus explicite encore et plus engagée encore son engagement pour la planète et la société, en l'intégrant dans ses statuts et en respectant un certain nombre d'autres conditions. Alors, un petit point aussi sur le marketing. Finalement, le marketing responsable, qu'est-ce que c'est? Le marketing responsable, c'est l'intégration de la durabilité au cœur de la proposition de valeur du marketing. Effectivement, le marketing, qu'est-ce que c'est? C'est réfléchir à la proposition apporter de la valeur à l'entreprise, hein. C'est apporter de la valeur, donc déjà pour l'entreprise, c'est le premier niveau. Apporter de la valeur pour le client et le consommateur. Mais la troisième brique qui vient s'ajouter dans ce marketing responsable, c'est cette notion de valeur étendue. C'est-à-dire apporter aussi de la valeur et répondre aux grands enjeux de la société, aux enjeux sociaux, environnementaux. Et on le sait, les responsables marketing le savent aussi, cette valeur étendue, elle va parfois à l'encontre aussi des attentes spontanées des clients et des consommateurs et nécessite parfois de la pédagogie et du challenge des clients et des consommateurs, ce qui n'est pas forcément une pratique habituelle des responsables marketing. Et puis, troisième définition sur la communication responsable. La communication responsable, concrètement, qu'est-ce que c'est? C'est porter un message responsable sur un support éco-socio conçu et en interaction avec ses parties prenantes. C'est embarquer les parties prenantes dans cette responsabilité. Et aujourd'hui, on va plus se rattacher, s'intéresser à la partie message responsable, au contenu du message responsable et à son alignement avec la stratégie de marketing responsable et la raison d'être et la RSE. Et simplement là, pour illustrer en fait cet alignement nécessaire, je vous ai mis l'illustration de la pyramide stratégique où au cœur, enfin au sommet de cette pyramide stratégique, vous avez vraiment la raison d'être, le pourquoi, la contribution de l'entreprise aux grands enjeux qui va infuser dans la mission de l'entreprise, ce qu'elle fait, ses valeurs, sa vision. Et puis concrètement, dans la stratégie, marketing, communication, et puis dans les plans d'action très, très opérationnels. Voilà. Avant de passer aux exemples, Sophie, je crois que tu avais un éclairage à faire sur un baromètre en cours à l'Union des marques sur la communication responsable et son impact. Effectivement, on a lancé un baromètre Union des marques avec 366. 366, c'est la régie de la presse quotidienne régionale. Donc là, on parle vraiment presse écrite. Et Kantar, qui a opéré ce baromètre. Et on a été étudier la communication responsable, donc plutôt sur son aspect message, encore une fois, contenu du message. Quel impact cette communication responsable avait sur la préférence de marque. Donc vraiment les leviers d'efficacité
Et pour cela, on a été travailler sur différents secteurs d'activité que sont la beauté, l'assurance, la voiture, le voyage et la banque. Donc, on a vraiment couvert pour le moment ces 5 secteurs. L'idée, ce sera d'aller plus loin sur une deuxième version, mais là, on a les chiffres. Le terrain s'est fait en décembre et les chiffres viennent juste de sortir et seront révélés aux alentours du 10 février. Et ce que l'on voit, c'est que quand on a un message RSE qui est bien véhiculé et qui est en correspondance avec le purpose de marque, avec la plateforme de marque, donc quand on a une bonne articulation, on a une augmentation de 40% de la désirabilité de la marque versus un message qui serait décorrélé du purpose de marque et de sa plateforme. Donc, c'est quand même très intéressant de voir que la crédibilité, l'authenticité et cette transparence finalement du message est génératrice de valeur et génératrice de désirabilité. Donc voilà, c'était l'éclairage que je souhaitais apporter. Merci beaucoup Sophie. C'est très intéressant parce que souvent on dit que c'est compliqué d'objectiver justement quel est le ROI de la communication responsable. C'est très très compliqué à évaluer. Donc ce sera aussi très intéressant de regarder la méthode qui a été employée et puis derrière la déclinaison en fonction des secteurs d'activité et des types de messages qui auront été portés. Alors c'est vrai qu'il y a un sujet qui est très intéressant, c'est qu'on voit par exemple dans les télécoms, on va être plutôt sur des sujets sur l'économie circulaire, sur voilà, cette typologie, alors qu'effectivement, on a des points de saillance qui sont très, très différents quand on parle de beauté ou de voyage, où là, on va être sur la biodiversité. Donc effectivement, il y a une granularité et des différences qui sont particulièrement intéressantes. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, parlons maintenant du coup, enfin, essayons de répondre à cette question, hein, comment incarner ses engagements dans sa communication, à travers, différents exemples. Alors ces exemples, ils sont, issus soit de nos clients chez Des Enjeux et des Hommes, des clients qu'on a pu, accompagner et puis, ce sont aussi pour certains, ceux qui seront portés par Sophie, ce sont des signataires de l'Union des marques qui ont accepté d'apporter aussi leur témoignage pour présenter, justement leur démarche de progression, permanente sur ces sujets. Alors, premier exemple qu'on voulait partager avec vous, c'était le Bon Coin. Alors, le Bon Coin, évidemment, un modèle économique qui est un peu durable hein, par essence, puisqu'il s'est construit autour des échanges entre particuliers dans une logique d'économie circulaire. Alors, le Bon Coin, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils ont voulu structurer progressivement leur démarche d'engagement pour maximiser leurs impacts positifs et multiplier aussi toutes les actions à impact qui étaient déjà engagées. Donc, le point de démarrage de cette réflexion autour de l'impact a été de réaliser une étude d'impact qu'ils ont menée avec un cabinet de conseil pour prendre vraiment la mesure et objectiver leurs impacts positifs. C'était vraiment le point de départ pour se dire on va communiquer sur quelque chose, mais il faut que ce soit vraiment qu'on ait vraiment des éléments de preuve. Et puis finalement, en 2021, ils ont décidé d'aller encore un cran plus loin en définissant leur raison d'être, en associant les collaborateurs. L'objectif de cette raison d'être, c'était vraiment à la fois d'embarquer l'ensemble des collaborateurs dans la démarche, mais aussi de réaffirmer finalement le caractère pionnier du Bon Coin par rapport à d'autres acteurs qui s'engageaient de plus en plus finalement dans ces démarches d'économie circulaire. Alors concrètement, la raison d'être du Bon Coin, hein, c'est donner à chacun le pouvoir de vivre mieux au quotidien. Vous voyez, bon, c'est une bonne raison d'être parce que c'est pas juste une phrase, vous avez aussi des engagements opérationnels associés, donc des engagements plutôt autour de l'interne, hein, de la marque employeur. Et puis des engagements autour des engagements auprès de la société, porter un modèle de société plus juste, inclusive et durable, avec l'idée d'un monde plus durable autour de l'économie circulaire, un monde plus inclusif, un monde plus local avec des actions pour dynamiser les territoires et un monde plus citoyen autour de la mobilisation citoyenne. Alors tout cela s'est traduit dans la marque à travers une signature de marque, une plateforme de marque et une signature de marque autour du bon pour tous, le bon pour tous. Le Bon Coin nous expliquait que
ils étaient assez à l'aise avec le fait de communiquer largement sur cette notion de bon pour tous parce qu'ils avaient des preuves. Ils avaient des preuves tangibles parce qu'ils avaient fait une étude de matérialité, ils avaient leur étude d'impact annuel, ils avaient fait un bilan carbone, ils menaient un certain nombre de chantiers et du coup, il y avait vraiment cette envie de donner corps aux engagements à travers cette signature et puis de les valoriser davantage puisqu'ils étaient auparavant dans une démarche un peu de frilosité et de discrétion par rapport à ces engagements RSE qui menaient un peu en interne mais sans forcément, communiquer dessus. Finalement, tout ça s'est traduit par, des campagnes de communication, autour du bon, hein. Alors le bon pouvoir d'achat, le bon choix pour la planète, le bon projet immobilier. On voit qu'ils le déclinent sur l'ensemble de leurs engagements, mais on voit que ce sont à la fois des engagements autour des enjeux sociaux, environnementaux, mais aussi des engagements, strictement, autour de leurs propositions de valeur, économiques, sur le bon projet immobilier, par exemple. Et ça, c'était un point d'attention, qu'ils ont souligné, c'était de ne pas rentrer dans une rhétorique systématique d'impact, positif. Déjà, ils le dédient plutôt aux campagnes print et en télé, ils ne communiquent pas spécifiquement sur leur impact positif. Donc c'est vraiment un choix on a des critères de choix des consommateurs, qui ne sont pas exclusivement liés à l'impact. Et dernier point sur, Leboncoin qui était intéressant, c'est qu'aujourd'hui la marque s'engage toujours plus, hein, essaie de s'engager toujours plus dans ce travail autour de l'impact et cherche à promouvoir de plus en plus les modes de consommation plus responsables à travers, des nouveaux chantiers et comme par exemple un chantier en cours sur la mise à disposition d'un bilan carbone individualisé pour les utilisateurs qui achètent des produits de seconde main pour permettre en fait aux consommateurs d'objectiver eux-mêmes leur impact et donc d'avoir des outils pour mieux consommer et donc avoir, voilà, une consommation plus responsable. Alors deuxième exemple avec Bouygues Télécom. Sophie, je te passe la parole. Alors, Bouygues Télécom, c'est un exemple qui est assez intéressant parce qu'on est dans le monde des télécoms, mais il faut se rappeler que Bouygues Télécom fait partie du groupe Bouygues Construction. Et Bouygues Construction a des engagements RSE depuis longtemps, en fait. Et pour vous donner un exemple, Fabrice Bonifay, qui est le directeur développement durable côté Bouygues, et notamment le président du C3D, le collège des directeurs du développement durable. Donc, il y a un engagement fort côté Bouygues. Bouygues avait une première raison d'être qui était vraiment une posture d'expert du télécom. C'était We Love Technology, pour ceux qui s'en souviennent. Et en fait, ils ont eu besoin de mieux faire émerger leur culture d'entreprise et finalement de faire un bilan culturel et de leur faire recomprendre quels étaient les fondamentaux de l'entreprise Bouygues Télécom. Et en faisant tout ce travail, en prenant en compte les attentes de leurs parties prenantes, les évolutions sociétales, ils sont arrivés à une nouvelle signature de marque qui est, en effet, enfin, une nouvelle raison d'être, pardon, qui était faire grandir les valeurs, les relations humaines et qui s'est déclinée en 5 postures clés: honnêteté, empathie, proactivité, collectif, inspirant, et qui a donné cette nouvelle signature de marque, on est fait pour être ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui s'est vraiment passé avant le Covid, finalement, parce qu'on pourrait se dire aujourd'hui, en post-rationalisant, que c'est tout à fait quelque chose très Covid, mais en fait, c'est quelque chose qui s'est fait en amont. Et en fait, ce qu'il nous expliquait, c'est que tout ce travail, tout ce travail sur les postures, ça leur a donné un fil directeur. Ils avaient beaucoup d'éléments qui étaient présents, mais en fait, ils n'étaient pas forcément rangés, ils n'avaient pas forcément une stratégie qui était complètement pensée. Ils avaient beaucoup d'initiatives, par exemple, du côté de l'offre, du côté du recyclage, mais ces initiatives, elles n'étaient pas marketées, donc elles n'étaient pas connues. Et donc, ça leur a permis vraiment de s'engager plus vite, de s'engager plus fort et d'être plus ambitieux. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, chez Bouygues, c'est qu'on a cet écho externe et on le voit comment ça se traduit dans leur campagne, hein. Ils ont marketé leur solution de smartphone durable, mais on voit aussi comment ils ont pu repositionner leur fondation d'entreprise et leurs engagements autour de l'humain. Et c'est vraiment aussi, pour eux, cette nouvelle raison d'être, ça leur a permis de devenir un partenaire de référence du monde associatif et d'avoir une trajectoire
pour tous ces engagements qui soient aussi en lien avec la stratégie de l'entreprise. Donc en fait, tout ce travail qui les a fait passer d'une posture technologique à une posture beaucoup plus humaine, leur a permis finalement de se révéler aussi à travers leur communication. Et c'est ça que je trouvais particulièrement intéressant chez Bouygues Télécom. On va passer au troisième exemple, Maison du Monde. Alors, Maison du Monde, en fait, était très engagée depuis 2010 autour de sa responsabilité produit, notamment autour des approvisionnements responsables, avec des travaux autour de la traçabilité des matières premières, des audits sociaux, etc. Puis progressivement, ils ont voulu élargir leur champ d'action de la RSE pour traiter l'ensemble des sujets et également intégrer ces sujets de responsabilité sociétale au cœur de la stratégie de l'entreprise. D'où le projet de raison d'être qui les a amenés donc à réfléchir à leur engagement et à leur performance au-delà de la seule performance économique. Ce travail sur la raison d'être, donc cette raison d'être, c'est inspirer à chacun l'envie de s'ouvrir au monde pour créer ensemble des lieux de vie uniques, chaleureux et durables, avec des engagements déclinés pour l'ensemble des parties prenantes. Ce qui était intéressant, c'est que finalement, ça a eu un impact structurel très, très marquant dans l'évolution de la mission de la marque. En fait, l'ADN initial de la marque, il était plutôt autour de l'inspiration, il y avait l'accessibilité à travers la démocratisation du style déco, l'expression de soi à travers des collections qui s'inspirent des savoir-faire du monde. Et puis, en fait, il y a quelques années, leur signature, c'est un peu comme Bouygues, c'est amusant de regarder l'évolution des signatures de marque. Leur signature, c'était « Soyez fous, soyez vous ». Et avec le travail sur la raison d'être, il y a eu une évolution dans les piliers, de cette marque, avec l'intégration d'autres dimensions qui n'étaient pas présentes auparavant. La dimension d'ouverture au monde, s'exprimer soi, mais aussi s'ouvrir aux autres et aux enjeux du monde. Et puis l'enjeu de durabilité, le pilier de durabilité. Ce qui était intéressant quand on échangeait avec le responsable RSE, c'est qu'il expliquait que finalement ce modèle de Maison du Monde, initialement, il n'était pas construit sur cette dimension de durabilité. Il a donc été vraiment amené à évoluer. Il le disait vraiment en toute humilité. Voilà, contrairement au Bon Coin, Maison du Monde, c'est pas construit sur un engagement de durabilité ou sur un modèle strictement voilà, durable pensé dès les origines. Ce travail, finalement, aujourd'hui, il est en train d'être intégré progressivement dans la plateforme de marque. Ça reste un travail qui est encore en cours. Mais Maison du Monde a déjà commencé à travailler en fait à un mouvement, un travail autour de ce mouvement qu'ils ont appelé Good is Beautiful, pour que le beau ne vive plus sans le bon. Et finalement, ce mouvement Good is Beautiful avait pour ambition de départ de valoriser davantage l'offre de produits parce que, voilà, comme je disais, ils travaillent depuis des années sur la question de la traçabilité et puis ils voulaient valoriser davantage ces sujets de traçabilité. Et progressivement, ils se sont rendus compte que cette plateforme, ce mouvement Good is Beautiful, il était beaucoup plus large que uniquement les sujets de traçabilité et uniquement le sujet d'offre et que du coup, c'est devenu une opportunité pour parler beaucoup plus largement de l'engagement de Maison du Monde autour des produits, mais aussi des engagements RH, des engagements sociaux, des engagements autour de l'économie circulaire, etc. Donc vraiment un élargissement du champ et de la portée de la communication responsable, pas uniquement autour de l'offre, mais vraiment plus largement sur tous les engagements de l'entreprise. Et ce qui a été intéressant, ce qu'ils expliquaient, c'était que de travailler sur la raison d'être et voilà, sur la raison d'être, le fait d'articuler davantage tous les sujets d'engagement, les a amenés à pousser plus loin leurs engagements. Et donc, ils ont travaillé sur un référentiel, par exemple, Maison du Monde, pour développer des produits plus responsables. C'était l'engagement 1, hein, autour de proposer une offre tendance et responsable. Donc, ils ont développé tout un référentiel interne autour de labels, de matières certifiées dans différentes catégories de produits, etc., en se fixant un certain nombre d'objectifs. Par exemple, aujourd'hui, l'offre responsable, cette sélection Good is Beautiful, elle représente 30% de leur offre.
Et d'ici 2025, ils ont l'objectif d'atteindre 40% et en 2030, 70%. Au-delà de ces engagements autour de l'offre et des différents engagements associés, ils réfléchissent aussi à des problématiques autour des services. Comment faire pour développer, plutôt qu'au-delà des offres, des services en lien notamment avec les offres de seconde main, l'économie circulaire, pour demain et après-demain, proposer peut-être plutôt davantage de services, tout un bouquet de services associés à la transformation des pratiques des clients. Un point important chez Maisons du Monde qui a été souligné, c'était le fait que c'est pas simple, hein, c'est pas simple de communiquer. Et dès lors qu'on communique, on peut prêter le flanc à la critique aussi. Et d'ailleurs, Maisons du Monde, en toute honnêteté, hein, nous a dit voilà, le fait de révéler ce nouveau mouvement Good is Beautiful, de s'engager sur des offres avec un référentiel interne, les a amenés à subir un certain nombre de critiques ou d'attaques de personnes ou d'organisations. Et ce que disait le responsable RSE qui était intéressant, c'était de dire que voilà, on ne peut pas aujourd'hui ne pas communiquer. Il faut choisir de frapper fort aussi pour émerger et pour être audible. Donc, on s'expose à des critiques et pour autant, il faut faire preuve de pédagogie, d'humilité. Il faut expliquer les engagements, il faut expliquer qu'on est dans une démarche de progrès, il faut être extrêmement transparent pour montrer là où on est et là où on veut aller. Et puis, finalement, une bonne pratique aussi pour avancer de la meilleure façon possible, c'est d'intégrer aussi, d'associer les parties prenantes pour crédibiliser la démarche et puis pour mieux avancer ensemble en intégrant aussi les remarques et les critiques des parties prenantes. Mais il faut du courage, bien sûr. Si on parle de la Maïf, donc c'est l'assureur militant. On connaît tous ce petit gimmick. La Maïf, c'est un mutualiste qui existe depuis 1934. Et ce qu'il nous disait, c'est que effectivement, c'est une entreprise qui a toujours été très engagée. Eux, leur première évaluation extra-financière, elle date de 2006. Ils ont voulu aller au-delà des critères imposés à l'époque. Ils ont mis un plan de réduction carbone en place dès 2007. Ils ont été récompensés par le ministère de la Transition écologique. Et ils ont signé en 2009 les principes pour l'investissement responsable qui avaient été posés par les Nations Unies en 2006. Donc, ils ont un engagement fort et structuré depuis longtemps. Et ils souhaitaient formaliser leur mission, mais ils ne l'avaient pas fondamentalement formalisée. Et là est arrivée la loi Pacte, et c'est ça qui leur a donné véritablement un cadre structurant. Et ce que je trouvais très intéressant dans ce que nous partageait la directrice de la communication, c'est que quand ils ont formulé leur raison d'être, elle nous a dit, je cite, « Nous voulions à la fois ne rien changer et tout changer ». Et je trouve que c'était assez intéressant parce que ce qu'elle nous disait, c'est que la Maïf est militante depuis 1934, qu'ils ont des grands principes et des principes qui sont déjà forts, comme l'entraide, l'humanisme, mais qu'en même temps, avec la société à mission, et ils se sont engagés dans cette voie, l'exigence de résultat, elle est forte. Il y a un comité de mission, c'est inscrit dans les statuts. Il y a un organisme tiers indépendant qui vient certifier que l'on suit sa mission. Donc, il y avait aussi un besoin de structure et d'engagement très, très fort. Donc, aujourd'hui, ils ont vraiment retravaillé leur raison d'être. Enfin, ils ont formulé leur raison d'être, qui est convaincu que seule une attention sincère portée à l'autre et au monde permet de garantir un réel mieux commun. Nous, Maïf, plaçons cette attention au cœur de chacun de nos engagements et de chacune de nos actions. Donc, on retrouve bien voilà, ces valeurs d'humanisme, ces valeurs d'attention, et en même temps, un engagement hyper fort. Alors, je suis désolée, je vois que le son est parfois un peu flou. Je ne sais pas bien comment faire mieux. Donc, désolée s'il y a des petites coupures. L'idée pour eux, c'est que leur raison d'être, c'est vraiment le prolongement de leur métier et de leur marque. Donc, cette raison d'être, se traduire dans leurs offres. Et donc, elle se traduit véritablement partout, et notamment dans leur communication,
et dans ce message qui est aujourd'hui que chaque acte compte. Et c'est un message qui vraiment montre que l'engagement se fait à travers d'actions concrètes au quotidien. Et en fait, ce qu'elle nous expliquait aussi, c'est que chaque acte compte. On ne va pas retrouver une traduction littérale de la raison d'être dans toute leur communication, mais en fait, on va retrouver sa mise en pratique dans des gestes du quotidien. Par exemple, la réutilisation de pièces recyclées pour la réparation de son automobile. On ne va pas retrouver la raison d'être stricto sensu, mais on va trouver une traduction hyper concrète, hyper pragmatique dans la communication. Et c'est vraiment comme ça qu'ils ont choisi de s'adresser à leurs sociétaires. Et c'est aussi des appels aux engagements que l'on va retrouver dans leur magazine et qui leur permet vraiment de porter plus loin ces sujets. Alors, je vais essayer de me rapprocher de mon ordinateur, mais je ne sais pas si ça améliore. Dites-moi. Oui, il y a eu un petit moment où tu parlais d'un peu loin, mais je trouve que là, c'est beaucoup mieux. Bon, tant mieux, tant mieux. Et également, l'autre élément particulièrement intéressant chez Maïf, c'est que cette raison d'être et cette attention qu'ils souhaitent porter à leurs sociétaires, elle se traduit dans tous leurs éléments de communication. Et ça aussi, je trouvais que c'était quelque chose de très, très intéressant. C'est qu'on le voit sur le magazine, on le voit sur la publicité, mais on le voit aussi par tous leurs autres canaux. Et notamment, ce qu'elle nous reprécisait, c'est qu'ils sont numéro 1 de la relation client depuis 18 ans. 18 ans, c'est assez incroyable. Et c'est aussi ces valeurs et cette raison d'être qui transpirent dans tout ce qu'ils font. Non, personne ne vient toucher mon micro, ni quelqu'un, je ne sais pas. C'est très curieux. Et donc, en fait, c'est vraiment cette dimension d'aller sur un 360 sur toutes leurs actions de communication, quelles qu'elles soient, du service client, magazine sociétaire, comme interne, publicité. Enfin, vraiment être sur l'ensemble des sujets en totale cohérence. Et c'est ça que je trouvais particulièrement important chez eux. Et effectivement, c'est sans doute lié aussi à un sujet clairement de gouvernance et de déploiement de cette raison d'être. Comme elle nous l'expliquait, en fait, chaque personne, chaque salarié de la Maïf vit et connaît cette raison d'être et en fait, la vie au quotidien. Et d'ailleurs, juste une petite anecdote, elle me disait dans la restauration d'entreprise, il y avait une personne qui spontanément s'était dit qu'elle allait peut-être mailler avec une personne, enfin avec une organisation dans le autour de pardon. Niort. Vous m'entendez? Pardon. Oui. Il y a eu Enfin, moi, je t'entends. un petit bug. Oui, enfin dans la localité, voilà, pour trouver un circuit, pour des yaourts, dans des pots en verre qui seraient, utilisés, voilà, avec une consigne, et cetera. Et ça, c'était une personne dans la restauration collective qui avait décidé de faire ça parce que ça résonnait, c'était cohérent et parce qu'aussi l'organisation permet aux personnes dans l'entreprise de faire ça. Et c'est ça qui est intéressant quand on voit que ça infuse dans l'ensemble de l'entreprise, cette cohérence, cette congruence. Évidemment, ce n'est pas uniquement les messages qu'on voit à l'extérieur, mais c'est aussi et peut-être en premier lieu ce qui est fait à l'intérieur. Et c'est ça qui est indispensable en fait. C'est créer vraiment cette culture en interne qui vient infuser dans l'ensemble des actions, que ce soit les actions en interne, du quotidien, la culture partagée et évidemment qui vont être ensuite qui vont rejaillir dans la communication, dans le marketing de la marque. Alors, on a voulu résumer ici quelques enseignements clés sur la base de ces exemples qu'on vous a présentés. Déjà, premier point, c'est vraiment l'élément, je pense que c'est un peu le prérequis, l'élément, la condition sine qua non, c'est de communiquer sur ces enjeux matériels, c'est-à-dire les enjeux clés, les enjeux importants, réellement importants de l'entreprise. Communiquer sur ce que veulent les gens, c'est pas OK. C'est pas. Alors bien sûr, on communique aussi sur ce que veulent les gens, mais ça ne suffit pas. C'est pas parce que un consommateur ou un client va être attentif à un sujet,
si ce n'est pas un sujet clé pour l'entreprise, on ne peut pas utiliser des recettes faciles, des leviers faciles. Il faut être exigeant, il ne faut pas faire de récupération. Et c'est ce que je disais tout à l'heure dans la définition du marketing responsable. Bah, parfois, il faut challenger le client, le consommateur. Il faut lui expliquer que l'essentiel des enjeux n'est pas là et que l'entreprise, elle s'engage sur certains sujets, la marque s'engage sur certains sujets parce que c'est ça, ces sujets importants. Et donc, ça nécessite de la pédagogie, forcément. Ça, c'est un point qu'on va voir juste après. Le faire avant de dire, ça, c'est vraiment indispensable. Et ça, je pense que tout le monde est assez aligné avec ça. Il faut apporter des preuves concrètes. On l'avait vu avec cet exemple du Bon Coin qui a voulu avoir cette étude d'impact annuelle pour pouvoir objectiver son impact positif et pour pouvoir asseoir son marketing et sa communication sur des vrais éléments de preuve tangibles. Et puis, comme le disait Maison du Monde, le fait de s'associer avec ces parties prenantes permet aussi d'avancer et d'avancer dans son engagement et d'être de plus en plus crédible dans sa démarche. Faire preuve d'humilité forcément, puisque personne n'est parfait et personne, je pense qu'aujourd'hui, pratiquement, à mon avis, aucune entreprise n'est dans une vraie trajectoire parfaite de durabilité avec uniquement des impacts positifs sur le monde. Ce serait merveilleux, mais la réalité est plus complexe. Donc, faire preuve d'humilité parce qu'on est dans un chemin. En revanche, communiquer sur sa trajectoire, être transparent, exhaustif et pédagogue dans cette présentation de sa démarche, c'est ça qui est vraiment important. Être vrai et authentique dans son discours, ancrer les engagements dans l'histoire de l'entreprise et de la marque, pas faire des choses hors sol, bien sûr. Mais se parler vrai, il va passer aussi par l'évolution des modes de communication. On l'a vu, on le voit avec Bouygues Télécom, par exemple, sur les nouveaux formats, le fait de faire des programmes courts, par exemple, dans le cadre du mécénat. Mais aussi, certaines marques nous parlaient d'évolution dans le casting. On trouve de plus en plus dans les communications aujourd'hui les vrais salariés de l'entreprise qui vont parler, des vrais clients, des vrais consommateurs, des vrais ambassadeurs de la marque qui vont venir s'exprimer. Des modes de tournage aussi plus Weather Day, des choses plus simples, plus en proximité, qui résonnent de façon plus authentique. Et puis, un autre point vraiment intéressant, je trouve, dans l'évolution des modes de communication, ce sont les actions communicantes. Au-delà des messages de communication, ce sont des actions communicantes comme ce qu'est en train de travailler Le Bon Coin autour d'applications pour calculer son empreinte carbone, des plateformes de mise en relation avec des associations que fait Bouygues Télécom, ou encore des documentaires sur des filières d'approvisionnement. Donc, on est moins dans du message délivré que dans la communication qui est une communication action, finalement. Autre point, donc être pédagogue, et je le disais, dans la pédagogie, il y a la notion aussi de communiquer sur ce que les parties prenantes sont en capacité de comprendre et monter progressivement le niveau de compréhension, le niveau de compétence des enjeux par les parties prenantes, donc les consommateurs bien sûr, et puis plus largement les autres parties prenantes de l'entreprise. D'où l'importance d'adapter les formats, les messages. C'était le responsable communication de Bouygues Télécom qui nous expliquait qu'il avait commencé plutôt par de la communication corporate pour embarquer des parties prenantes, parce que ça permettait aussi d'avoir des communications plus longues, plus exhaustives et d'expliciter davantage des sujets souvent complexes. Et progressivement, au fil de la montée en connaissance et en maturité des consommateurs, des communications plus grand public. Donc, vraiment réfléchir à ces différents niveaux de sensibilisation et de comment est-ce qu'on fait monter en compétences aussi les différents acteurs. Trouver le juste équilibre dans le ton. C'est vrai que parfois les communications RSE, elles sont un peu, un petit peu très factuelles et parfois on a du mal à garder l'âme de la marque, à garder le côté proche, empathique, humoristique ou autre de la marque. Donc, c'est cet équilibre, ce juste équilibre qu'il faut essayer de bien conserver. Aussi trouver le juste équilibre entre les arguments RSE et les autres critères de choix de la marque. Comme je le disais pour Le Bon Coin tout à l'heure, il y a plein d'autres critères de choix et donc les critères RSE, il faut qu'ils s'intègrent de la bonne façon, qu'ils s'articulent de la bonne façon, qu'ils ne viennent pas forcément télescoper les autres non plus. Bon, s'inscrire dans le temps long, faire vivre la démarche, ça rentre en cohérence avec toute cette démarche de progrès continuel hein, de la démarche. On est dans une démarche d'amélioration continue, mais on arrive, voilà, le bout du chemin
est très très loin, mais donc ce qui compte, c'est d'avancer sur ce chemin et de s'engager et de monter en engagement progressivement. Et puis, le fait d'embarquer le client et le consommateur pour qu'il devienne lui-même acteur. On l'a vu, hein, parce que le double volet de la communication, c'est communiquer de façon transparente, être exemplaire, mais c'est aussi embarquer les clients et les consommateurs vers des pratiques plus durables, parce que c'est la bonne manière de faire pour que chacun devienne aussi acteur de la transformation de ces pratiques. Puis juste un petit dernier point avant de passer à la gouvernance, c'était finalement quel est l'intérêt de réfléchir à sa propre raison d'être et en quoi ça peut faire avancer davantage, faire parcourir plus faire avancer plus vite et plus loin la démarche des marques, hein, les engagements des marques. Ce que nous ont relaté les différentes personnes qu'on avait interviewées, qu'on a mobilisées, c'était le fait de revenir aux fondamentaux de l'entreprise, hein, sa contribution, sa culture, pour embarquer l'ensemble des parties prenantes en interne et puis mobiliser. Parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est bien de mobiliser l'ensemble des parties prenantes en interne pour que derrière ça infuse en externe. Mieux structurer aussi sa démarche de marketing responsable, la rendre plus cohérente. Ce qu'expliquait Sophie tout à l'heure chez Bouygues Télécom, le fait de mieux structurer sa démarche, ça permet aussi de communiquer de façon plus structurée aussi en externe sur des engagements qu'on peut prendre. Aller plus loin dans ces engagements de marque, intégrer la durabilité dans l'offre, ça c'était aussi l'exemple de Maison du Monde, hein, qui est vraiment allé un cran plus loin à travers le travail sur sa raison d'être, un cran plus loin en inscrivant la durabilité vraiment au cœur de la proposition de valeur de la marque. Dépasser la communication responsable corporate ou uniquement centrée sur l'offre, aller vraiment au cœur de la communication de marque au sens large, et puis porter plus loin l'engagement de toute l'entreprise avec la qualité de société à mission. Ça, c'était le bel exemple de la Maïf, où on voit effectivement que quelque part la durabilité et l'engagement infusent à travers l'ensemble des actions communicantes de l'entreprise et de la marque. Et pour terminer, avant les questions, je vous propose de faire un petit point avec Sophie sur les enjeux de gouvernance et comment faire pour inscrire du coup ces engagements au cœur de la gouvernance de l'entreprise pour faire advenir ces engagements dans l'organisation. Sophie, est-ce que tu vois mon écran? Oui, oui, oui. C'est bon? Dans ce qu'on a pu partager avec, que ce soit avec les signataires de fer ou avec ceux que nous avons plus spécifiquement interrogés sur l'articulation de la raison d'être, c'était vraiment la première des choses, c'était la sensibilisation et la formation des collaborateurs et de tous les collaborateurs de l'entreprise. Cette idée de désiloter la RSE et que on l'a vu, hein, à travers les différents exemples qui ont été présentés, mais à chaque fois, l'idée, c'est vraiment que chacun puisse s'approprier, comprendre et comprendre pourquoi on va dans cette direction. Et pour comprendre, il faut être sensibilisé, être formé. Alors après, il y a beaucoup, beaucoup de façons de l'être. On a vu beaucoup de commencements par des sensibilisations, par la fresque du climat, par la fresque de la publicité, puis ensuite des programmes de formation qui peuvent être plus construits, le développement de guides aussi pour assurer la pérennité, qu'on ne s'assoie pas uniquement finalement sur l'engagement d'une personne dans un service qui, par son histoire personnelle, par ses appétences, va être intéressée par le marketing responsable, mais que ça puisse véritablement être une connaissance partagée et pérenne. Donc ça, c'était vraiment le premier point, la sensibilisation, la formation, qui était très, très partagée. Après, le deuxième point, c'était mais ça revient un petit peu à l'idée de guide, ça poursuit l'idée de la formation, c'est comment on va inscrire cela dans la démarche au quotidien. Donc véritablement, la création de guides de communication responsable, d'outils, ça peut passer par, des outils de formation pour les entrants, des outils qui vont permettre de,
calibrer les offres et de vérifier que chacune des offres correspond bien aux piliers que l'on s'est portés. Donc voilà, on a vraiment cette notion de s'inscrire dans le temps et de ne pas dépendre finalement de la bonne volonté de ceux qui sont là aujourd'hui et de comment on s'inscrit dans la durée. Et donc pour ça, il faut en passer par les process et les outils. Et puis bien sûr, embarquer sa gouvernance, hein, parce que dans un sens comme dans l'autre, je dirais. Si la raison d'être, c'est quelque chose qui a été uniquement décidé par un COMEX et qui est une phrase un petit peu stratosphérique, elle ne sera pas embarquée par les équipes. Et vice-versa, si tout ce travail de coordination RSE, engagement, plateforme de marque est porté par les équipes mais ne remonte pas jusqu'à la gouvernance, à un moment, ça va gripper, ça va pas fonctionner. Donc il y a un vrai enjeu de savoir comment on embarque sa gouvernance, comment on les forme, comment on les sensibilise, si ça ne vient pas d'eux, et aussi quels KPI, quels indicateurs on peut donner à son marketing responsable, à sa communication responsable, pour faire remonter ces sujets dans les COMEX et pour qu'on ait véritablement des discussions et que finalement, ce marketing et cette communication responsable soient la nouvelle normalité et qu'il n'y ait plus de questions à se poser. Quelques exemples peut-être de bonnes pratiques en termes de gouvernance RSE, marque, communication qu'on a pu voir dans les entreprises qu'on accompagne. Alors, on a des entreprises, des organisations en direction RSE, marque et communication, travaillent de façon très rapprochée, conjointe, voire direction marque et RSE dans la même direction. Donc, la RSE vraiment intégrée au cœur de la direction de la marque. On a des entreprises aussi où dans la direction RSE, on a un gardien de la communication et de la marque, donc un responsable RSM ou RSE/communication qui vient vérifier, du coup le travail qui va être fait, enfin vérifier, surtout apporter des bonnes pratiques aux responsables de la communication pour valider que les engagements sont bien pris, qu'il n'y a pas de greenwashing, qu'on communique bien sur les enjeux, qu'on communique bien sur les engagements, qu'on ne va pas au-delà de ce qu'on peut dire. Donc c'est vraiment ça. Enfin, bon, je parlais d'une ligne de crête en introduction. C'est veiller à ce que personne ne tombe dans le précipice et suivre bien cette ligne. Et puis, dernière bonne pratique, c'est vraiment, enfin, on en parle depuis longtemps sur la question de la RSE, mais les ambassadeurs terrain, avoir des responsables niveau marketing qui soient aussi des ambassadeurs terrain et qui viennent faire vivre ces engagements au cœur des équipes opérationnelles sur les différents sites au niveau local et vraiment au niveau terrain. Voilà, donc quelques éléments d'enseignement clés sur la base de ces exemples. On en vient maintenant aux questions, si vous en avez. Donc, comment inscrivez-vous les plans de sobriété énergétique dans la RSE? Alors, on est plus sur un sujet RSE qu'un sujet de marque. Les plans de sobriété énergétique au cœur de la RSE, normalement, ils sont intégrés dans un des engagements. Enfin, quand vous structurez une stratégie RSE, vous travaillez sur différents engagements. Donc, un engagement autour des sujets de carbone, d'énergie, de transition énergétique. Et donc, ils vont être inscrits dans la feuille de route sur ce pilier avec un pilote qui va être défini pour ces plans de sobriété. Mais je ne sais pas exactement quelle était. N'hésitez pas si vous voulez repréciser votre question, parce que les plans de sobriété énergétique sont au cœur des engagements de la RSE. C'est une des briques de la feuille de route qui aujourd'hui est demandée aux entreprises, mais qui viennent juste compléter en fait l'arsenal des actions qui doivent être mises en œuvre dans le cadre de l'atténuation au changement climatique, qui est une obligation aujourd'hui réglementaire pour les entreprises dans le cadre du nouveau reporting européen. En moyenne, combien de temps dure un cycle de réflexion sur la raison d'être? Alors,
Ça va dépendre de votre niveau d'urgence, ça va dépendre du niveau de mobilisation des directions générales aussi sur le sujet. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est qu'une bonne raison d'être, c'est un peu comme un pot-au-feu. Il faut que ça mature, il faut que les ingrédients aient le temps de faire connaissance. Il faut prendre le temps aussi de mobiliser le plus largement possible les parties prenantes. Donc, j'ai envie de vous dire 6 mois vraiment minimum. Et puis, souvent, on travaille plutôt sur des raisons d'être sur des cycles de 1 an, voire 1 an et demi, en fonction de la taille de l'entreprise aussi. Si vous avez des sites à l'international qu'il faut mobiliser forcément, et si vous avez 250 000 collaborateurs comme le groupe La Poste ou 200 collaborateurs, forcément, ça ne prendra pas le même temps. Mais globalement, oui, il faut quand même prendre 6 mois, 1 an pour avoir le temps vraiment de réfléchir et d'embarquer les parties prenantes. Alors, en moyenne, combien de temps? Attends accès, tac, tac, tac. Attends accès au support, oui, on va vous l'envoyer juste à la fin. Est-ce que vous avez... Attention de ne pas transformer les collaborateurs en petits soldats dociles. On est complètement d'accord avec ça et c'est la raison pour laquelle il est très important aussi de mobiliser le plus en amont possible les collaborateurs. Par exemple, sur la raison d'être, c'est mobiliser les collaborateurs aussi dans la formulation de cette raison d'être. Et pour travailler sur les plans d'action, c'est très, très important. C'est très important aussi de mobiliser les collaborateurs en amont. Et d'ailleurs, quand on travaille même sur des stratégies RSE, on démarre généralement par une étude de matérialité, donc une consultation des parties prenantes et qui intègre les collaborateurs. À vous des exemples de KPI de marketing comme responsable. Bah, ça peut être par exemple le pourcentage d'offres durables, d'offres responsables. C'était le KPI de Maison du Monde, par exemple, avec l'importance de bien définir évidemment un cahier des charges. Qu'est-ce qu'on entend par offre responsable? C'est-à-dire, typiquement chez Maison du Monde, il y avait ce sujet autour des approvisionnements. Puisque Maison du Monde est un distributeur, donc un gros travail fait autour des approvisionnements des fournisseurs sur les choix des labels, le niveau d'accompagnement aussi des fournisseurs dans une démarche d'achat responsable. On travaille avec les parties prenantes et les collaborateurs. Le but n'est pas de leur laver le cerveau avec nos idées, mais de les intégrer aux discussions pour avoir des objectifs actions décidés en commun pour qu'ils soient acceptés par tous. On est complètement d'accord. Effectivement, on est dans un vrai sujet de co-construction. Quel rôle pour les représentants du personnel dans toutes ces démarches? Alors ça, c'est aussi une question très intéressante. Les représentants des personnels, quand on travaille par exemple sur la raison d'être, on va essayer de les mobiliser de façon comme le reste des collaborateurs. Avec une information, un niveau d'information qui doit être donné très en amont aussi sur l'avancement de la démarche, de par également les nouvelles prérogatives, hein, les nouvelles fonctions du CSE sur leur niveau de connaissance et de challenge des engagements sociaux et environnementaux de l'entreprise. Donc oui, les représentants du personnel doivent être informés en amont et puis mobilisés de la même manière que l'ensemble des collaborateurs. Après, dans la manière de les mobiliser, ça va dépendre beaucoup du niveau du climat social dans votre entreprise. C'est-à-dire que voilà, si le climat est très bon, les représentants du personnel peuvent par exemple être intégrés avec d'autres collaborateurs pour réfléchir. Si le climat est peut-être un peu plus tendu, ça nécessitera peut-être de faire des réunions ad hoc et surtout d'être très très attentif à la communication au fur et à mesure de l'avancement de la démarche. Transformation digitale et la durabilité sont des bons axes de RSE. On oublie presque toujours que le soutien à la culture est aussi un beau sujet d'engagement sociétal, de raison d'être. Il permet d'améliorer le vivre ensemble, de fédérer les collaborateurs autour d'un projet commun. Pourquoi cet axe n'est-il jamais pris en compte? Alors, le soutien à la culture, j'ai envie de vous dire, ça dépend complètement de votre entreprise, de son secteur d'activité, de son niveau d'engagement, de son histoire. Je suis d'accord avec vous, le soutien de la culture en soi est intéressant, mais encore une fois, attention à... Si vous voulez, vous pouvez avoir des engagements philanthropiques qui sont à côté du cœur du business, qui sont importants, qui sont intéressants, qui peuvent mobiliser les collaborateurs, qui peuvent être une source d'engagement fort sur du volontariat, du mécénat de compétences, par exemple. Mais attention à ne pas éluder le cœur de l'activité de l'entreprise et de ses enjeux de responsabilité avec des enjeux qui seraient plus philanthropiques. Mais si vous travaillez
Si vous êtes par exemple si vous êtes France Culture, il est évident que le soutien à la culture est au cœur de vos engagements et au cœur de vos enjeux. Donc tout dépend j'allais dire, des enjeux qui sont les vôtres en tant qu'entreprise et puis par rapport à votre secteur d'activité. Voyez-vous des différences dans l'approche entre B2C et B2B? Alors oui, bien sûr, il y a des différences. Une différence qui est importante, c'est notamment parce que les consommateurs, les clients, les consommateurs ont un niveau de sensibilité à des enjeux X ou Y, un niveau de connaissance extrêmement variable. Dans le B2B, le client va être, entre guillemets, potentiellement plus rationnel et va lui-même avoir des enjeux dans son entreprise. Et donc, en tant qu'acteur de sa chaîne de valeur, de la chaîne de valeur de votre client, vous allez aussi avoir peut-être des enjeux qui vont résonner avec les siens. Et donc, c'est important d'avoir cette écoute des attentes de vos clients B2B pour pouvoir vous inscrire aussi dans leur chaîne de valeur et leur apporter des réponses. Je pense à un acteur qu'on a accompagné, un sucrier qui du coup travaillait sur des productions de betteraves et qui s'inscrivait complètement, enfin qui potentiellement pouvait s'inscrire dans la réduction des émissions de carbone de son client de par les pratiques responsables des betteraviers dans, par exemple, la captation carbone. Donc, vous pouvez devenir un acteur qui fait la différence dans votre chaîne de valeur en répondant à des enjeux de vos propres clients. Je ne sais pas si c'était clair et si vous voulez des éclaircissements complémentaires sur ce point entre B2B et B2C. Mais oui, le client B2B est plus rationnel et a lui-même souvent des enjeux qui va vous rebasculer. Sophie, n'hésite pas si tu veux Oui. porter des points complémentaires. Est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois qu'on est en train on va bientôt arriver au bout de notre temps. Alors, ah oui, a-t-il été question pour Maison du Monde, par exemple, d'arrêter certains produits, car trop difficile de les rendre plus good? Alors, j'ai pas forcément cette visibilité sur Maison du Monde, mais il est certain, en tout cas plus généralement, quand on travaille sur sa raison d'être, le travail sur la raison d'être est un travail qui amène à prendre des décisions stratégiques pour l'entreprise et potentiellement à faire des choix et à abandonner certains pans de son activité. Si je vous donne l'exemple de Solvay, leader de la chimie, Solvay a décidé de se séparer de sa filière PVC parce que non alignée avec sa raison d'être. Parfois, les attentes du client sont dictées par les consommateurs qui n'ont pas toujours la vraie et bonne connaissance. On est complètement d'accord et c'est tout cet enjeu énorme du marketing responsable qui est de ne plus, pardon pour l'expression, servir la soupe que veut avoir uniquement répondre aux attentes et aux souhaits du consommateur, mais monter le consommateur en compétences et en compréhension des vrais enjeux. Sophie, tu voulais peut-être compléter, rajouter un point là-dessus? Non, exactement ce point-là qui effectivement, je voyais aussi un autre commentaire de aligner marque et RSE pour assurer la cohérence, mais s'assurer que la RSE garde son indépendance pour éviter le greenwashing. Ouais. Oui, naturellement, c'est très, très important et ça, je dirais, c'est une posture éthique. On peut pas, évidemment, Alexandra et moi-même, vous assurer que toutes les marques ont une posture parfaitement alignée et éthique, mais c'est l'ambition en tous les cas. Et effectivement, on reprend les points du départ, c'est qu'on ne communique pas ou on ne fait pas d'offres sur des sujets qui ne sont pas des sujets importants, des vrais leviers, et on ne va pas communiquer sur des choses qui n'existent pas, au risque finalement au risque de se perdre et au risque de ne pas être crédible et d'être attaqué à juste titre. Donc effectivement, cette indépendance de la RSE et ce cœur fort éthique
est super important et je pense, moi je suis intimement persuadée que de toute façon, aujourd'hui les marques, sont des immeubles de verre, que tout est transparence, tout se sait. Donc si on n'a pas cette cohérence et si on essaye de, trop maquiller la mariée, ça ne passe pas. Ça ne passe pas parce que les consommateurs sont de plus en plus éduqués, parce qu'il y a des parties prenantes qui sont vigilantes et elles ont raison et donc de toute façon, ça va devenir une obligation naturelle. Voilà, c'était juste, peut-être, Ouais. ce point sur lequel je voulais rebondir. Mmh mh. Et complètement et peut-être un garde-fou pour ça, c'est ce dont on parlait sur la gouvernance en interne, c'est d'avoir entre guillemets «un garde-fou» et enfin surtout d'avoir beaucoup de Mmh, communication entre la RSE et les équipes marketing com. C'est mmh, ça vraiment j'allais dire le garde-fou et le garant, mmh, d'une bonne acculturation des équipes marketing et communication et mmh, d'une bonne, pour éviter vraiment les risques de faux pas. mmh. Alors, la RSE comme levier de création de valeur et de désirabilité, avez-vous des chiffres résultats pour ces marques? Alors, pas forcément tout de suite enfin, pas forcément spécifiquement pour ces marques, quoique je crois que sur la Maïf, on doit avoir quand même des résultats autour enfin, pas forcément ici, mais en tout Mmh. cas des résultats autour du nombre de sociétaires, de nouveaux sociétaires. Enfin, je crois que la Maïf se porte plutôt bien, mais ça n'est pas un chiffre, ce n'est pas une donnée quantitative. Bah, j'avais cet exemple de Botanique parce que ce qui est intéressant, c'est que Botanique a abandonné les pesticides à la fin des années 2000 et que du coup, il y a une perte de chiffre d'affaires sèche sur une gamme de produits qui était assez profitable chez eux et qui a été plus que largement contrebalancée par le bénéfice en image de marque de Botanique, enseigne engagée vers des pratiques de jardinage plus écologiques et plus respectueuses de la planète. Alors, RE en amont, en aval de la matrice de matérialité, on rentre dans les méthodologies. Pour nous, la raison d'être, quand on la travaille, elle va être un peu articulée et tricotée autour de la matrice de matérialité, mais on travaille plutôt d'abord sur la matrice de matérialité. En fait, la raison d'être, c'est la contribution aux grands enjeux d'aujourd'hui et de demain pour l'entreprise. Et donc, c'est intéressant et important d'objectiver et de poser en fait ces enjeux avant de travailler sur la raison d'être. Le risque de travailler sur sa raison d'être avec une entreprise qui est peut-être peu mature sur sa démarche RSE, c'est finalement de beaucoup rester sur des sujets économiques un peu classiques et pas forcément avoir une bonne connaissance, une bonne visibilité de ces enjeux clés. Donc d'abord poser les enjeux de responsabilité, les vrais enjeux matériels, et ensuite travailler sur sa contribution à ces enjeux. Voilà, je pense on commence presque à dépasser le temps. Oui, À effectivement. dépasser. Un très grand merci en tout cas à toutes et à tous Merci à pour vous. la richesse de vos questions. Et vous aurez donc accès au replay très prochainement qui vous sera transmis. Et bah, nous vous souhaitons un beau trajet et un beau chemin dans vos démarches d'alignement entre la raison d'être, la RSE et le marketing, la communication responsable dans vos entreprises. Ah, j'ai oublié de Merci faire la beaucoup. communication sur nos webinaires, pardon. Alors juste en quelques mots, les prochains webinaires, donc le 9 mars, on a un webinaire sur le diagnostic de maturité RSE, pourquoi et comment vous évaluer. On a tous nos webinaires que vous retrouverez également sur YouTube. Et puis, donc je vous disais, on est un organisme de formation. Nos prochaines formations, pour celles et ceux qui s'intéressent à la raison d'être, on en a une le 18 mars. Construire une démarche RSE les 17 et 18. La communication responsable 24-25 mars. Management responsable le 5 avril. Les relations parties prenantes le 7 avril. L'analyse de matérialité 8 avril et le marketing responsable les 14 et 15 avril. Et voilà, un grand merci encore. Merci Très bonne fin beaucoup. de journée. Au revoir. Au revoir.